Un très grand bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle session du Point Marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui d'Axel Pinon, spécialiste produit chez Carmignac. Un grand bonjour à toi, Axel. Bonjour à tout le monde. Alors Axel, le programme est chargé, donc nous allons tout Oui. de suite justement donc le présenter et nous allons commencer pour le coup avec les principaux indicateurs clés du mois passé. Donc je présente rapidement la présentation et je te laisse commenter Axel pour le coup. Alors, Pour bien comprendre ce qui s'est passé sur, les marchés financiers, on va commencer par, regarder un petit peu l'environnement macroéconomique. Et le mois de mai a été marqué par un environnement macroéconomique mitigé globalement à l'échelle mondiale. Parce que d'un côté, si on a eu plutôt des bonnes nouvelles sur le front de la croissance américaine, avec une résilience, économique, de l'autre côté, en Chine, ça a été plutôt plus faible qu'attendu, malgré un momentum de croissance qui reste dans l'ensemble positif. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que l'inflation, elle, est restée extrêmement résiliente, en particulier aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni, où l'inflation continue de surprendre à la hausse. Elle a atteint 8,7%, dépassant les attentes qui n'étaient que à 8,2%. Et cette persistance de l'inflation, en fait, elle a eu l'effet de conduire les marchés à réévaluer les actions futures des banques centrales, et notamment les actions futures de la Réserve fédérale américaine. Parce qu'en effet, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines encore, on prévoyait un scénario dans lequel on avait une baisse de l'inflation, une récession et une crise bancaire. Et donc, tout le monde s'attendait à ce que la Réserve fédérale doive baisser de manière très abrupte les taux d'intérêt. Mais au final, ce qui se passe, c'est que l'inflation baisse, oui, mais la récession pourrait être moins horrible qu'attendu et la crise bancaire, elle, semble plutôt résolue. Et donc, les marchés euh, ont revu complètement leur jugement dans ce scénario-là. Et ça a eu un impact direct sur les taux d'intérêt. Il se passe que les marchés ont tellement réévalué leur anticipation de baisse de taux qu'on a vu un mouvement sur les taux d'intérêt américains de détente dans l'ensemble. Par contre, en Europe, on n'a pas vu du tout le même genre de mouvement parce qu'en Europe, on n'a pas eu le même contexte macroéconomique qu'aux États-Unis. Là où aux États-Unis, on a vu une croissance meilleure qu'attendue, en Europe, au contraire, on a plutôt eu une croissance plus faible qu'attendue. Et on a aussi eu, au lieu des États-Unis où on a eu une inflation plus élevée qu'attendue, en Europe, on a eu une inflation plus faible qu'attendue. Et donc, on a eu un petit peu le mouvement inverse entre les États-Unis et l'Europe. Les conséquences sur les marchés actions ont, quant à elles, été qu'on a eu des performances extrêmement disparates sur le mois de mai. Heu, Si on regarde un peu sous la surface et on ira encore plus sous la surface dans quelques minutes, on voit que seulement quelques valeurs ont affiché un rendement positif sur le mois, et c'est notamment les valeurs technologiques qui ont vraiment, vraiment conduit à la hausse des marchés. Mais les autres secteurs ont quant à eux vraiment souffert, et c'est probablement lié au fait qu'on avait eu une grosse rotation des investisseurs, heu, qui se sont dirigés plutôt vers les secteurs technologiques au détriment du reste de la cote, et cet engouement pour le secteur technologique a été complètement alimenté par l'engouement, sur l'intelligence artificielle. Si maintenant on regarde les marchés du crédit, ils ont fait dans l'ensemble preuve de résistance, même s'ils ont eux aussi été influencés par les évolutions, aussi bien macroéconomiques que les attentes liées aux politiques monétaires. Par contre, si maintenant on regarde le côté négatif de qu'est-ce qui a vraiment baissé sur le mois, on a eu l'or qui a énormément baissé sur la période. Et en fait, l'or est très très corrélé à ce qu'on appelle les taux réels. C'est-à-dire que les taux réels, c'est les taux nominaux moins l'inflation. Et on a eu une forte hausse des taux réels qui a pesé sur les cours de l'or et donc a entraîné une forte baisse du cours de l'or. Et l'autre grosse déception du mois, ça a été la Chine, moins 9% sur le mois. Alors, il y a deux raisons principales derrière cette très forte baisse du marché chinois. D'abord, la reprise de la consommation que tout le monde attendait après la réouverture de l'économie après des années de politique anti-Covid s'avère beaucoup plus timide qu'initialement prévu. On le voit, les sentiments des consommateurs est assez faible, toutes les données qui nous parviennent sur le front de la consommation sont assez faibles et c'est lié à des raisons assez structurelles, qui et notamment au taux de chômage en Chine qui reste à des niveaux très élevés, notamment le taux de chômage des jeunes en Chine qui est à 20 et donc forcément qui pèse sur la confiance, du consommateur chinois.
Et au-delà des déceptions un peu sur la croissance, il y a toujours ces tensions géopolitiques avec les États-Unis. Et on a encore eu une mauvaise nouvelle sur le front des tensions géopolitiques, où le Parti communiste chinois a décidé d'arrêter de travailler avec les puces électroniques américaines de Micron, ce qui a encore pesé sur le sentiment des investisseurs à l'égard de la Chine. Mais si on regarde au-delà de la Chine, le reste des émergents a lui plutôt été positif. Une fois encore aussi tiré par le secteur de la technologie et notamment des semi-conducteurs, qui a tiré des pays comme Taïwan, qui sont un très très gros exportateur de semi-conducteurs. Voilà ce qui s'est passé un petit peu sur le mois. Un mois Alors, chargé. ce mois chargé. À présent, donc, parlons justement de la macroéconomie et ton focus, justement, donc, concerne la récession, notamment avec les indicateurs avancés de la croissance américaine. Exactement. Je voulais qu'on fasse du coup un petit peu le point sur où est-ce qu'on en est sur la croissance, parce que depuis le début de l'année, on entend beaucoup, beaucoup de choses. Dernièrement, quand on lit la presse, on voit beaucoup le risque de la récession. Et donc, je voulais faire un petit point avec vous. Donc, si on regarde, là, on est quasiment à la moitié de l'année. Et pour l'instant, tout le monde est assez surpris par la résilience globale des économies mondiales. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis et l'Europe continuent de bénéficier des effets positifs de la crise du Covid. Même si ça commence à dater, on continue de voir les effets positifs. Les ménages continuent de taper dans l'épargne accumulée pendant la crise du Covid, ce qui leur permet de continuer à consommer malgré les pressions inflationnistes qui restent fortes. Ce qui soutient aussi la consommation en Europe et aux États-Unis, c'est le marché de l'emploi qui reste extrêmement robuste et les hausses salariales qui continuent et donc qui permettent d'alimenter la consommation des ménages. Et au premier semestre, il y a quand même une bonne nouvelle sur la Chine. J'en parlais tout à l'heure, c'est un petit peu plus décevant que les attentes, mais la dynamique de croissance en Chine reste extrêmement positive sur le premier semestre et donc alimente la croissance mondiale. Et donc, globalement, ça a entraîné une résilience globale des économies. Donc ça, c'est le passé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le futur. Et quand on regarde le deuxième semestre et le début 2024, parce qu'en tant qu'investisseur, on se projette toujours à horizon au moins 6 mois, on devrait voir un ralentissement synchronisé de l'économie mondiale. Alors ce ralentissement, il va pas être aussi important dans toutes les zones. Là où on voit vraiment une récession aux États-Unis, on voit plutôt une stagnation dans la zone euro. Et par contre, en Chine, on devrait voir une croissance autour de 4%. Mais et ça, ce risque de récession, on le voit sur notamment les indicateurs avancés que vous avez sur votre écran. C'est des indicateurs qui nous permettent de prendre la température de l'économie. Et quand, en général, on passe sous la barre des 50, c'est pour ça que j'ai mis les petits traits rouges, c'est qu'on voit une récession arriver. Alors, pour l'instant, on est passé la barre des 50 sur la partie manufacturière, la partie plutôt industrielle. Les services continuent de se tenir grâce à notamment cette consommation des ménages qui reste importante. Mais on pense que les deux devraient converger en dessous de 50 et on devrait entrer en récession parce que les pays développés vont commencer à souffrir des effets du resserrement monétaire. On a quand même fait face au cycle de resserrement monétaire le plus violent et coordonné qu'on ait vu au cours des 10 dernières décennies. Et donc forcément, ça va peser à un moment sur les octrois de crédit, aussi bien des ménages que des entreprises. Et puis, on a des hausses de salaire qui continuent, j'en parlais, continuent en Europe, continuent aux États-Unis. Et ça va finir par avoir un impact négatif sur les marges des entreprises et donc peser sur la croissance. Et la Chine, qui a été le moteur du premier semestre, va elle aussi commencer à ralentir. Ralentir parce que les exportations vont ralentir du fait du ralentissement des États-Unis et l'Europe, c'est assez mathématique, mais aussi à cause de ce chômage qui persiste, j'en parlais tout à l'heure, 20% de chômage chez les jeunes, ça pèse sur la consommation et ça empêche le rebond post-Covid comme celui qu'on a eu aux États-Unis et en Europe. Donc, globalement, sur la croissance, un premier semestre meilleur qu'attendu, mais il faut se préparer à un environnement qui se complique un peu pour cette deuxième partie d'année. Entendu. À présent, nous allons passer effectivement à justement donc, ton point, minute donc, pédagogique, ton point pédagogique pour le coup. Et ça va concerner les attentes en matière de taux d'intérêt et en particulier le niveau des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine donc à décembre 2023. C'est un indicateur clé justement donc, pour l'analyse des marchés financiers et du coup votre allocation d'actifs en conséquence. Exactement. Alors c'est un petit peu compliqué, mais c'est un indicateur que je trouvais très intéressant de regarder ensemble
Parce qu'en ce moment, c'est très suivi par les marchés et par les banques centrales. Cet indicateur, c'est les anticipations de niveau de taux, c'est-à-dire le niveau auquel les marchés estiment le niveau de taux d'intérêt de la Réserve fédérale à la fin de l'année. Si on fait un sondage aujourd'hui, les marchés estiment que le taux de la Réserve fédérale à la fin de l'année devrait être à 5%, soit le niveau actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution de ces anticipations. On voit que les marchés s'attendaient à des taux très, très, très élevés jusqu'à mars. Donc, on est monté à des taux même jusqu'à 5,5. Ils se disaient à la fin de l'année, la Réserve fédérale restera extrêmement dure. Puis en mars, qu'est-ce qui s'est passé? Cette grosse baisse, c'est la crise bancaire. D'un coup, après avoir été extrêmement optimiste, les marchés se disent: «Ah non, en fait, tout se complique. On a une crise bancaire imminente aux États-Unis. On a un risque de récession. La Réserve fédérale ne pourra jamais maintenir un taux d'intérêt aussi élevé à la fin de l'année. Elle va devoir baisser les taux pour soutenir la croissance». Puis la crise bancaire qui devait arriver n'est pas arrivée. Finalement, beaucoup de mauvaises nouvelles qui pesaient potentiellement sur le moral des marchés n'est pas arrivé. On avait aussi ce plafond de la dette aux États-Unis qui a fait beaucoup de bruit. Et puis, au final, on a un peu le meilleur des deux mondes. Et donc, les marchés se disent, pourquoi pas, la Fed va pouvoir garder ses taux d'intérêt à des niveaux élevés. Surtout que finalement, la Fed fait face à une inflation plus résiliente qu'anticipée. Et donc, on est dans un scénario où on a une inflation plus résiliente qu'anticipée, mais au moins la Fed va pouvoir continuer de lutter contre ça en gardant des taux élevés parce que la croissance, les marchés pensent que la croissance va baisser moins que ce qu'on prévoit. Le marché pense qu'il n'y a pas de catastrophe à prévoir sur le front de la croissance. Et donc, on est un petit peu dans le meilleur de tous les mondes, où tout va plutôt bien, ce qui justifie, et on va y revenir, la forte hausse des marchés actions. Alors effectivement, donc on va y venir. Continuons justement cette présentation avec notamment ton message du mois dans un premier temps. Alors, mon message du mois, c'est ce qu'on appelle l'ascension du mur des incertitudes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que sur les derniers trimestres, ça a été extrêmement favorable au marché actions, notamment dans les pays développés. Si on regarde le point bas des marchés, c'était fin septembre 2022. Et si on regarde entre fin septembre 2022 et maintenant, l'indice S&P 500 aux États-Unis a fait plus 19%. Et l'Eurostock 50 a fait plus 30% sur cette période. Alors, c'est assez dingue quand on se dit que, en parallèle, les marchés font face à un resserrement monétaire sans équivalent, à une menace de ralentissement économique, à des tensions géopolitiques qui sont quand même toujours là et à plusieurs risques qui sont apparus. J'en parlais, la crise bancaire, on a eu le plafond de la dette, etc. Mais ça n'a pas empêché la hausse et c'est un phénomène, finalement assez courant dans les marchés, qui se décrit par le fait que malgré un niveau de risque très élevé, les marchés continuent de monter. Et c'est ce qu'on appelle en anglais the wall of worry. C'est une expression assez connue qu'on peut traduire par mur des incertitudes en français. Et c'est une tendance vraiment épisodique des marchés à surmonter une multitude de facteurs négatifs et à poursuivre leur ascension quoi qu'il se passe. Alors, c'est une situation bien évidemment paradoxale, hein, mais en fait, elle se comprend par un phénomène qui est que les marchés, de temps en temps, ont tendance à plus se comporter liés à des facteurs techniques, à des positionnements d'investisseurs, plutôt que liés aux informations macroéconomiques ou géopolitiques qui peuvent leur parvenir en continu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début de l'année, c'est le positionnement global des investisseurs qui est une des principales raisons derrière la hausse des marchés. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, tout le monde a été très inquiet, tout le monde a vendu massivement des actions et a eu tendance à remonter son niveau de liquidité, de cash dans les portefeuilles. Donc les gens étaient très très peu investis sur les actions. Et puis depuis le début de l'année, même depuis maintenant fin septembre, les marchés actions continuent de monter. Et donc les investisseurs, que ce soit professionnels ou particuliers, ont cette peur de manquer le rallye des actions et donc continuent de se dire il faut absolument que je rentre sur le marché actions, il faut que j'investisse. Donc ils utilisent leur cash et ils réinvestissent petit à petit dans les marchés actions. Et donc ils nourrissent cette tendance haussière. Donc c'est vraiment un effet de positionnement qui est en train d'alimenter les marchés, qui est aussi lié par le fait que j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, les marchés actions ont envie de se concentrer sur le positif. On a une récession qui continue, qui n'arrête pas d'être repoussée. On a une désinflation qui est quand même en cours, peut-être moins qu'attendue, mais elle est en cours.
On a des entreprises qui, pour l'instant, ont des marges qui restent élevées, même si peut-être ça va se gâter, mais c'est pas le cas en ce moment et on l'a encore eu sur la saison des résultats précédentes. Et donc, on a des marchés qui se disent tout va bien, j'ai du cash, donc autant l'investir dans les actions. Alors attention, prudence, parce que ce genre de phénomène d'une ascension du mur des incertitudes a tendance à pas durer éternellement, on peut s'en douter. Et pour nous, il y a deux principaux éléments qui peuvent un petit peu gâcher la fête. La première, ça serait une mauvaise surprise sur le fond de l'inflation. Aujourd'hui, on a quand même cette désinflation qui est en cours. Les marchés se disent, bon, elle reste résiliente, mais quand même, on est sur une bonne tendance. Bon, on pourrait être surpris par le fait que finalement l'inflation va rester plus résiliente qu'attendue et donc surprendre négativement. Et le deuxième front où les marchés pourraient être déçus, c'est sur la croissance. Aujourd'hui, les marchés se disent, bah, finalement, la récession, peut-être, mais elle sera peut-être pas si forte, il y aura pas de catastrophe. Voilà, si les nouvelles commencent à se gâter sur le front de la croissance, ça pourrait être aussi une des raisons, pour laquelle, cette baisse des marchés actions, pourrait s'interrompre, brusquement. Donc voilà, donc on a un phénomène, assez technique qui se passe depuis le début de l'année et qui peut surprendre au premier abord, mais quand on creuse, on comprend un petit peu ce qui se passe. Entendu, entendu, Axel. Du coup, dans ton volet microéconomique, justement, tu as souhaité l'intituler par l'arbre qui cache la forêt et envisager donc la performance depuis le début de l'année des actions américaines versus les estimations de bénéfices par action pour 2023. Oui, l'arbre qui cache la forêt parce que, bon, je vous expliquais pourquoi les marchés actions montent Ouais. et qu'on a cette impression que les actions se disent que tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Mais en fait, quand on creuse un tout petit peu, ah, peut-être que tout va pas si bien. Tout va pas si bien parce que quand on regarde la performance du S&P 500, je vous ai mis la performance du S&P 500, donc on est à plus quasiment 10. Par contre, si on on enlève, on réduit le poids de la technologie dans le S&P 500, parce que vous le savez, hein, les entreprises de tech sont les plus grosses pondérations du S&P. Et si on met tout au même poids dans le S&P 500, on fait un S&P 500 équipondéré, bah, il se trouve que le S&P 500 est négatif depuis le début de l'année. Parce qu'en fait, si on creuse, il y a que 7 valeurs dont font partie, Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, qui expliquent plus de 100 de la performance du S&P 500. Donc en fait, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, c'est cette valeur qui masque 100 de la performance du S&P 500. Donc au final, les investisseurs sont peut-être pas si positifs. Et on a la même chose sur le CAC 40. Le CAC 40 fait une performance exceptionnelle depuis le début de l'année, mais encore une fois, c'est cette valeur qui explique 65 de la performance du CAC 40. Et parmi ces 7 valeurs, il y a et forcément LVMH, Hermès et L'Oréal, le luxe qui a complètement soutenu le CAC 40 depuis le début de l'année, alors que la majeure partie des valeurs du CAC 40 sont en négatif. Et donc, ces investisseurs qui avaient beaucoup de cash et qui reviennent sur les marchés actions, ce qu'on voit, c'est qu'elles ne reviennent pas massivement sur les marchés actions. Elles reviennent sur deux segments principaux qui sont la tech, et notamment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, et en Europe, sur le luxe. Mais les investisseurs n'ont pas l'air prêts quand même, face à toutes les inquiétudes dont on parlait, à acheter massivement le marché. Ils préfèrent être extrêmement sélectifs. Et ça s'explique par le fait que pourquoi ces 2 secteurs? C'est que c'est des secteurs et là, on a l'illustration sur les États-Unis et sur la tech, c'est que c'est les seuls secteurs où on revoit à la hausse les anticipations de croissance des bénéfices. Sur le reste de la cote américaine, sur, du coup, les 490 entreprises du S&P 500, on s'aligne avec le fait qu'on voit un ralentissement global et donc on revoit à la baisse les anticipations de bénéfices pour la fin de l'année. Par contre, sur les 10 plus grandes entreprises du S&P 500, qui sont des entreprises de la tech, là, on revoit à la hausse parce qu'on voit un effet très positif de l'intelligence artificielle sur les bénéfices des entreprises dès la fin de l'année 2023. Et ces entreprises de la tech bénéficient aussi du fait qu'elles ont rationalisé leur base de coûts sur les derniers mois. On en a parlé ensemble, il y a eu des licenciements, ils ont coupé des programmes extrêmement chers pour se préparer à cette récession. Et finalement, on a donc un secteur de la tech qui est peut-être le secteur le plus prêt à faire face à une récession. Et donc, voilà, les investisseurs passent un petit peu plus positifs sur les attentes de bénéfices, ce qui justifie ce mouvement de marché.
Axel, concernant justement ton idée d'investissement, tu as souhaité, pour justement donc ce mois-ci, faire un focus sur Carmignac Portfolio Patrimoine Europe et notamment mettre l'accent sur à la fois justement dans le scénario et le positionnement en fait, en lien en fait avec ce scénario. Je te laisse commenter et puis, on regardera ensemble la fiche valeur qui permet justement de se positionner sur ce fonds. Oui, alors moi je trouve que c'est un fonds qui est particulièrement adapté pour les prochains mois. D'abord, si on regarde sa structure, vous vous souvenez, on en a déjà parlé ensemble, c'est un fonds qui est investi en gros à 50 sur les actions et 50 sur les obligations. Et avec la forte baisse qu'on a eue l'an dernier sur les actions et les obligations, c'est extrêmement positif pour ce type de fonds et en particulier pour Patrimoine Europe parce que ça a permis de vraiment recharger le potentiel de performance sur les deux jambes du fonds, les actions et les obligations. Et quand on regarde le livret A, les fonds en euros qui ont été vraiment boostés sur les derniers mois par la hausse des rendements, bah, il faut se dire que ce phénomène bénéficie bien évidemment à la gestion obligataire, mais bénéficie également à un fonds diversifié comme Patrimoine Europe. Et au-delà d'avoir du coup des moteurs de performance qui ont été rechargés pour Patrimoine Europe, c'est un fonds qui met également l'accent sur la gestion active et sur la gestion des risques. Et ça va être très, très, très utile pour les prochains mois et les prochaines années, parce qu'on se dirige dans un environnement, on en a parlé ensemble, qui va être plus sensible au cycle économique, où on devrait voir plus de rotation sectorielle et plus de volatilité. Alors, le plus de volatilité, pour l'instant, on l'a vu que sur le marché obligataire, on l'a pas encore vu sur les marchés actions, mais ça devrait venir. Et donc, c'est très important d'avoir un fonds qui vous permet de gérer ce risque. Si on regarde maintenant, au-delà de la structure du fonds, quels sont ses moteurs de performance, c'est vraiment en lien avec tout ce que je viens de vous décrire. On a une récession qui se profile, donc on va avoir une exposition assez prudente et surtout axée sur des secteurs dits défensifs. Comme on a une inflation qui baisse, ça nous permet quand même d'augmenter la pondération des obligations. Et puis on veut aussi profiter du rendement qui est revenu sur les emprunts d'État, bien évidemment, mais aussi sur le crédit. Et on a quand même des politiques monétaires qui devraient rester restrictives. On le voit, les marchés ne voient pas la réserve fédérale bouger tellement ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, et donc potentiellement des chocs. Et donc on reste avec un niveau de liquidité élevé sur cette stratégie. Alors justement, donc j'ai entamé en fait l'affichage de la fiche valeur que vous retrouvez alors soit bien entendu avec le code ISIN correspondant, mais surtout avec le libellé en faisant ici donc rechercher et en mettant éventuellement Carmignac Patrimoine Europe, ça suffira éventuellement à avoir justement la fiche valeur correspondante. Vous avez ici du coup en fait un certain nombre de caractéristiques financières et extra-financières. C'est important de dire qu'effectivement c'est un fonds qui est très justement donc bien vu pour sa dimension durabilité. Alors c'est déjà un fonds qui est en fait labellisé ISR, il a le label d'État. Ensuite c'est un fonds qui justement à 4, Globe Morningstar, qui est en fait la notation extra-financière donc de Morningstar, qui est un fournisseur phare dans le domaine de la gestion d'actifs. On voit ici ensuite alors le top 10 du portefeuille. Donc voilà, donc pour voir éventuellement voilà, ce qu'il en est de son positionnement. Et puis ensuite, on a un certain nombre justement donc d'autres informations sur l'allocation par actif, sur la répartition géographique, sur la répartition par secteur d'activité, et également d'autres données extra-financières sur par exemple son exposition à des domaines controversés. Donc voilà, donc fiche valeur que vous retrouvez tout simplement en tapant le libellé du fonds et donc en fait en vous positionnant du coup sur la mention ici acheter qui vous amènera à votre espace client connecté et donc à la possibilité de positionner sur ce fonds. Bien entendu, c'est un fonds qui a des risques et on le voit ici. Donc voilà, c'est important de le mentionner, notamment parce que on s'adresse à vous, investisseurs donc particuliers. Donc voilà, donc c'est un fonds qui justement donc voilà investit notamment sur les marchés actions et donc du coup a son lot de risques associés. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de passer à la question des sessions-réponses, Axel? Non, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je laisse la parole à vous pour voir ce que vous voulez préciser.
Alors, dans ce cas-là, on va effectivement passer aux questions. Alors, une première question, Axel, concerne justement donc, votre vision sur la Chine. Oui. Et notamment, donc, tu as évoqué en amont de la présentation, lorsque justement tu présentais l'évolution des indicateurs clés, qu'il y avait peut-être un certain étonnement sur justement donc, les actions chinoises. Du coup, éventuellement, est-ce que vous l'expliquez d'une certaine manière, cet étonnement? Est-ce que vous vous y attendiez d'une certaine manière? Et comment vous avez ajusté le tir ou pas, en fait, en fonction Ouais, de... c'est une très bonne question et très, très importante. Quand on regarde, pourquoi les marchés actions bougent, en général, il y a 2 facteurs. Il y a les fondamentaux macroéconomiques, et il y a le sentiment des investisseurs. Sur les fondamentaux macroéconomiques, j'en parlais, au premier semestre, même si c'était peut-être un peu moins qu'attendu, la réouverture de l'économie chinoise a quand même permis, à la Chine d'afficher un taux de croissance en forte hausse, là où, en Europe et aux États-Unis, c'était meilleur qu'attendu, mais c'était quand même pas non plus la panacée. Donc on avait un momentum de croissance qui était très positif et qui reste structurellement plus élevé que dans nos pays développés. Mais les marchés ont fortement baissé parce que le problème n'était pas les fondamentaux, mais le sentiment des investisseurs. Les investisseurs, face à toutes les tensions géopolitiques et peut-être aussi avec les craintes de ce qui s'est passé sur la Russie, etc., et face à l'incertitude, ont préféré complètement délaisser les actions chinoises. Et donc, cette amélioration des fondamentaux au niveau macroéconomique ne s'est pas du tout reflétée dans le cours des actions chinoises. Si maintenant on regarde au niveau micro, donc au niveau des entreprises, c'est pareil. On a beaucoup d'entreprises de très bonne qualité en Chine, qui ne sont pas du tout exposées à des, risques géopolitiques parce que, par exemple, ça va être des entreprises de consommation, qui sont exposées seulement aux consommateurs chinois et donc, quoi qu'il se passe, entre la Chine et les États-Unis, finalement, ça n'impactera très peu ces entreprises. Puis c'est des entreprises qui, sur les dernières années, ont augmenté énormément leur niveau de cash, qui sont extrêmement saines, qui ont des chiffres de croissance qui sont absolument fous et pourtant, c'est des actions qui sont capables de montrer, -10, -20 depuis le début de l'année. Donc on a une vraie décorrélation entre les fondamentaux et le cours des actions qui est lié au sentiment des investisseurs. Donc nous, notre conviction chez Carmignac, c'est qu'évidemment, quand on est investisseur en Chine, l'horizon de temps, on dit que déjà sur les actions en général, hein, il faut avoir un horizon de temps un petit peu plus élevé. Mais sur la Chine, c'est encore plus vrai. Plus il y a de risques en général, plus on doit augmenter son horizon de temps. Mais sur le long terme, les fondamentaux finissent toujours par payer. C'est notre vraie conviction. Et donc, en Chine, on garde notre conviction. Mais on est extrêmement sélectif. On évite toutes les valeurs, toutes les entreprises qui pourraient souffrir des tensions géopolitiques et politiques. Et notamment, ça va être toutes les boîtes technologiques de semi-conducteurs qui sont exposées à la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et on va se concentrer plutôt sur le consommateur chinois, sur la transition énergétique en Chine qui va arriver quoi qu'il se passe. Voilà, sur des secteurs sur lesquels on est confiant, qui sont plutôt à l'abri de tout ça et qui devraient, sur le long terme, voir les fondamentaux enfin primer. D'accord. Une autre question, sur, justement donc, l'allocation de Carmignac Patrimoine Europe, à savoir éventuellement, donc tu as expliqué en termes d'actifs, notamment de classes d'actifs, ce qu'il en était à date, mais est-ce que vous avez des tendances structurelles? C'est la question qui est posée aujourd'hui, donc, par un de nos clients. Quelles sont les tendances structurelles qui sont jouées dans ce fonds Carmignac Patrimoine Europe? Alors, il y a beaucoup de sur la partie action, on va gérer l'environnement court terme, c'est ce que je disais tout à l'heure, se préparer à la récession, se préparer à une inflation plus résiliente et donc ça va influencer notre allocation sectorielle. On va plutôt privilégier la santé, la tech, des secteurs qui sont capables de croître indépendamment du cycle économique. Puis on va regarder bien évidemment des tendances, comme tu le mentionnes Imen, qui sont extrêmement intéressantes et complètement indépendantes. Par là, on va avoir, des choses comme l'intelligence artificielle. Alors ça concerne, des bénéficiaires directs et indirects, mais parmi lesquels, on va avoir, tous les acteurs du cloud, des acteurs de semi-conducteurs qui vont beaucoup bénéficier de cette tendance. Au-delà de la tech, on a beaucoup de choses très, très intéressantes qui se passent dans la santé, des entreprises comme Novo Nordisk qui s'attellent à lutter contre des pandémies telles que le diabète, l'obésité et c'est vraiment leur cheval de bataille, et ça leur offre, des perspectives de croissance très, très, très importantes pour les prochaines années
Et voilà, dans la santé, on a beaucoup d'entreprises comme ça qui vont lutter offrir des traitements contre des maladies qui aujourd'hui ont peu de traitements et donc leur offrir des relais de croissance très, très importants. Sur la partie industrielle aussi, au sens large du terme, on a des entreprises intéressantes, notamment liées à toute l'électrification, hein. Dans la transition énergétique, il y a une grosse partie qui passe par l'électrification, un phénomène qui est, fortement soutenu par l'Union européenne et les programmes d'investissement et donc qui bénéficie à beaucoup d'entreprises européennes sur lesquelles sont positionnées une entreprise comme Patrimoine Europe. Entendu, Axel. 2 autres questions pour ne pas faire trop long. La première concerne éventuellement LVMH. C'est Jean-Claude qui nous pose la question, quelle est la finalité, justement pour LVMH de racheter ses actions de Dior et de les annuler? Je ne sais pas si tu aurais éventuellement une réponse à apporter là-dessus? C'est vraiment de la Alors en fait, c'est lié à ce qu'on appelle un principe, c'est le rachat d'actions. L'avantage du rachat d'actions, en fait, il y a 2 manières de récompenser ses actionnaires. Il y a le dividende et il y a le rachat d'actions. En Europe, on est très habitué aux dividendes, à la distribution de dividendes et on est connu quand on regarde les indices européens pour avoir un taux de rendement du dividende qui est très, très élevé, notamment par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, ils font quelque chose un petit peu différent, c'est quand une entreprise a du cash, elle a tendance à racheter ses actions au fur et à mesure et donc ce qui gonfle le prix d'une action. En Europe, on n'en avait pas beaucoup et ça a énormément accéléré sur les dernières années, en Europe, mais aussi en Chine. J'en ai pas parlé, mais en Chine, c'est un phénomène énorme, le phénomène de rachat d'actions, aujourd'hui qui ne se traduit pas dans le cours des actions, mais qui à terme devrait se rattacher à ça. Donc pourquoi LVMH fait ça? C'est comme beaucoup d'entreprises, c'est une manière de récompenser les actionnaires. On utilise ces 2 jambes, le dividende et le rachat d'actions et eux, font une politique, double. Et ça leur d'accord. pe et en fait, c'est permis par le fait qu'ils ont des niveaux de cash qui sont extrêmement élevés. Donc c'est une sorte de récompense des actionnaires. C'est une rémunération de l'actionnaire, c'est une rémunération de l'actionnaire. OK, c'est entendu. Donc je termine éventuellement avec un point, très, en fait administratif d'Olivier qui nous dit, les frais d'entrée notamment et de sortie, justement de Carmignac Patrimoine Europe, c'est, droit d'entrée 0, droit de sortie 0. Carmignac est un partenaire de Easy Bourse et on en est vraiment, justement donc heureux et du coup, tous les fonds Carmignac, sont avec des droits d'entrée et des droits de sortie à 0. Donc voilà, concernant les frais de gestion, ils sont mentionnés sur la fiche de valeur que je vous ai évoquée, tout à l'heure, donc tout simplement en mettant le libellé du fonds Carmignac Patrimoine Europe et vous aurez tout de suite justement l'ensemble des informations, notamment concernant les frais de gestion. Voilà. Merci énormément Axel. Merci pour tout. Merci à vous Donc voilà, tous ça va pour votre s'arrêter pour attention. aujourd'hui. Et puis, merci énormément chers participants. Nous vous retrouvons pour un nouveau point la semaine prochaine. Donc voilà, avec Carmignac et avec justement, le récapitulatif du mois passé.